m'appelle Camilla, je suis étudiante en communication. Vous écoutez l'émission « La communication vient en parlant ». C'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication. Et ça, une conversation à la fois. Lorsque j'étais au cégep, je travaillais pour une compagnie de vêtements. Cette dernière était connue pour ses promotions surprises du samedi. À la demande de la gérante, les autres employés et moi, nous devions annoncer la promotion sur les haut-parleurs du magasin. En même temps, on distribuait une petite affiche indiquant la promotion aux clients qui rentraient dans le magasin. Dans cette situation, qui pensez-vous qui communique? On aurait peut-être tendance à dire qu'il s'agit de la personne qui fait le message à l'haut-parleur, puisque c'est elle qui transmet les informations concernant la promotion. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas tort, mais selon la théorie que je compte vous présenter, vous n'avez pas tout à fait raison non plus. C'est la question que l'on se pose aujourd'hui à notre émission. Je vous invite à plonger dans la théorie ventriloque développée par François Corin, professeur de communication à l'Université de Montréal. Corin s'intéresse principalement à l'étude des interactions sociales, aux phénomènes organisants, tout comme au mode d'être et d'action des organisations. Bien entendu, la théorie ventriloque ainsi que Corin s'inscrivent dans le domaine de la communication organisationnelle, plus précisément dans une vision constitutive de celle-ci. Mais que nous dit donc Corin pour répondre à la question que je vous posais au début? Dans « Comment les textes écrivent l'organisation », Corin avance que le monde organisationnel est plutôt varié et que les organisations se manifestent de différentes formes. Par exemple, à travers des éléments textuels comme les protocoles, les règlements, les contrats, des éléments architecturaux tels que les bâtiments ou les bureaux, des éléments humains comme les porte-paroles, les employés ou les cadres, et enfin même des éléments machiniques. Alors, dans quelle mesure les textes écrivent-ils l'organisation? Pour y répondre, Corin s'intéresse aux ethnométhodes afin de comprendre comment s'organisent nos interactions et le monde social dans lequel nous vivons. Corin nous dit que ces approches ont des limites puisqu'elles centrent leurs analyses sur l'action humaine exclusivement. Dans une vision ethnométhodologique, l'ordre social aurait un caractère endogène, ce qui veut dire qu'il émerge de l'intérieur et ne serait pas influencé par les structures externes. Toutefois, Corin nous propose de décentrer notre analyse et nous invite à penser l'ordre social comme étant composé d'agentivité hybride, soit différentes formes d'agentivité. Dans ce sens, les textes auraient aussi une forme d'agentivité et contribueraient à l'ordonnancement du social. Prenons l'exemple d'une affiche qui dit « Veuillez vous diriger à la caisse 5 à l'épicerie ». En lisant ceci, nous aurons probablement tendance à nous déplacer vers la caisse 5. En cours de route, on peut s'apercevoir que la caisse 1 est également ouverte et nous pouvons alors ignorer ce que nous avons lu précédemment. Ainsi, on peut voir que les choses ont une certaine capacité d'action. Dans ce cas-ci, le texte n'est pas uniquement un outil de communication, mais aurait une certaine autonomie, puisqu'il nous pousse à agir. Comme Corin le dit si bien, ceci consiste à montrer que, et je reprends ces mots, l'action est quelque chose qui est toujours partagé, délégué, délocalisé, disloqué, médiatisé. Fin de la citation. Mais qu'en est-il pour les situations qui impliquent des interactions entre des humains? C'est ici que Corin nous propose de voir nos interactions et conversations à travers un nouveau cadre d'analyse, soit celui de la ventriloquie, qui fait référence à la manière dont on fait parler des figures. Ces figures peuvent être des textes, des protocoles, des valeurs, des idées, des principes ou bien des normes, par exemple. Autrement dit, on est toujours en train de communiquer au nom de ces figures. Elles nous animent et nous les animons à notre tour. Pour mieux comprendre la théorie ventriloque, Corin analyse l'extrait d'une discussion entre deux représentants de Médecins sans frontières et du directeur d'un hôpital congolais. Dans cet extrait, un des représentants présente l'embauche du personnel comme une décision déjà prise et justifie implicitement ces dernières au nom du bien-être des employés. Il les décrit comme étant débordés. Ainsi, le représentant ne se présente pas comme le seul décideur, mais plutôt comme un porte-parole de ses intérêts. Pour Corin, en faisant ceci, le représentant cherche à s'aligner sur des principes qui lui donnent l'autorité nécessaire pour aller de l'avant avec ses embauches.
Ainsi, son autorité ne provient pas uniquement de l'organisation qu'il représente, mais justement de ces figures mobilisées implicitement ou explicitement dans la parole. Et que se passe-t-il du côté du directeur? Ce dernier se montre silencieux tout le long de l'interaction, silence qui joue également un rôle dans la discussion, puisqu'elle incite davantage le représentant à justifier ses décisions. Vers la fin de la discussion, le directeur invoque le protocole de l'hôpital pour justifier sa demande de rencontrer les candidats annoncés. Autrement dit, ce n'est plus juste le directeur qui parle, mais bien le protocole lui-même. Ceci est un exemple concret qui démontre comment les textes contribuent à l'organisation et influencent donc la manière dont les auteurs parlent et prennent des décisions. Ainsi, l'approche ventriloque nous permet de décentrer l'interaction et nous permet de mieux comprendre comment les participants animent régulièrement des figures pour donner du sens et du poids à ce qui est dit. Maintenant, qui pensez-vous qui communique dans la situation initiale? Et pour continuer à discuter de ce texte, je vous présente François Corin, détenteur d'un doctorat en communication de l'Université de Montréal et auteur de l'article « Comment les textes écrivent l'organisation, figure, ventriloquie et incarnation ». Dans votre texte, vous analysez l'extrait d'une réunion entre deux représentants de Médecins sans frontières et du directeur d'un hôpital au Congo. Vous montrez comment l'un des représentants cherche à justifier l'embauche du personnel en s'alignant sur des principes qui lui donnent de l'autorité nécessaire pour aller de l'avant avec cette embauche, justement. Je me demande, est-ce que les personnes peuvent ventriloquer des figures d'autorité sans nécessairement chercher à s'autoriser ou justifier leurs propos? Auriez-vous un exemple à me donner? Souvent, c'est quand même, ça amène souvent à justifier les propos, c'est-à-dire généralement quand on ventriloque ce que dit un protocole, ce que dit une procédure, un règlement, une autre personne, etc. Souvent, c'est quand même pour monter en autorité et donc pour justifier notre position. Par contre, ça arrive que on ventriloque des autres personnes pour, au contraire, montrer une position euh, problématique. Hein. Par exemple, je peux me mettre à ventriloquer quelqu'un en laissant entendre que ce qu'il dit est absurde, par exemple. Donc, parfois, on fait parler des personnes ou des choses pour montrer, en fait, en quelque sorte, qu'elles manquent d'autorité ou que ce qu'elles disent est condamnable, etc. Donc ça, c'est une ventriloquie un peu spéciale, mais ça arrive. Hein. On va dire par exemple, puis tu te rends compte, en plus il a dit ça, hein, et puis pour laisser entendre que cette personne-là, en fait, elle dit n'importe quoi ou elle est pas responsable ou quelque que ce soit. Donc la ventriloquie, ça ne sert pas seulement à monter en autorité. Souvent c'est quand même ça. Hein, quand je dis par exemple, le patron c'est ça qu'il veut, par exemple. Je suis en train de ventriloquer le patron et normalement c'est en invoquant cette parole, j'ajoute du poids à ce que je suis en train de dire. C'est pas simplement moi qui veux quelque chose, c'est aussi le patron, par exemple. Hein, donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est souvent quand même pour justifier, avec les exceptions que je viens de donner quand même toutes à l'instant sur des formes de ventriloquie un peu différentes quand même. Ouais. Puis est-ce que ça peut être de façon inconsciente, par exemple, qu'on va utiliser justement des principes, mais sans nécessairement être conscient qu'on mobilise? Ah oui, tout à fait. Ça, on le fait constamment. Par exemple, si je dis à quelqu'un, mais c'est totalement injuste ce que tu es en train de faire, ce qui est en train de se passer, même si j'en suis pas conscient, je suis en train de ventriloquer un principe de justice, par exemple. Mm-hmm. Donc, où je dis si c'est pas équitable, où je dis, enfin voilà, on a plein de manières de dire très rapidement, finalement, quelque chose qui invoque finalement un principe, hein, comme un principe d'équité, un principe de justice, un principe de solidarité ou plein d'autres principes possibles. Donc souvent, en fait, on ventriloque des choses. Par exemple, si je me mets en colère, si j'exprime une émotion négative comme la colère, je peux être conscient du fait que je suis en colère,
mais peut-être que je me rends pas compte que j'exprime cette colère, par exemple. Donc là aussi, il y a une colère qui m'habite, hein, qui m'anime, et parfois j'essaie de la restreindre, de ne pas l'exprimer, mais finalement elle se met à s'exprimer malgré tout. Ou par exemple un sentiment comme le mépris, ou enfin toutes ces choses-là qui peuvent finalement s'exprimer parfois à notre dépens. Le meilleur exemple de quelque chose qui s'exprime à notre dépens, c'est aussi par exemple quand on est gêné, par exemple, quand on est donc par exemple on va se mettre à rougir. Bon, bah rougir normalement c'est quelque chose qu'on maîtrise assez mal, et donc là on est embarrassé. Et donc là on voit il y a des figures comme l'embarrassement, par exemple, qui s'expriment malgré nous en quelque sorte, et on se met à finalement être trahi par ces émotions qui s'expriment à travers nous. Donc, ce que j'essaie de montrer avec la ventriloquie, c'est qu'effectivement, nous sommes des passeurs, hein, c'est-à-dire qu'à travers ce qu'on dit, il y a des choses qui passent, qui s'expriment, et ces choses-là, parfois, on les maîtrise, comme par exemple quand on invoque la parole d'un patron, ou un principe d'équité, etc. Mais il y a des fois aussi, voilà, on ne maîtrise pas du tout ce qu'on exprime, comme par exemple même un accent. Hein, avoir un accent, bon, je peux essayer de le cacher, ou je peux essayer de le rendre moins présent, mais il va parler, cet accent va se mettre à ventriloquer à travers ce que je dis, et peut avoir des conséquences. Par exemple, si on a un accent qui va tout de suite nous catégoriser dans une classe de personnes pas très sophistiquées, par exemple, si on vient d'une classe sociale euh, plus euh, plus stigmatisée, par exemple, bon, bah, c'est sûr que l'accent va nous faire dire des choses. Voilà. Va nous faire dire, par exemple, qu'on n'est pas éduqué, ou des choses comme ça. Donc, ça peut être très déstabilisant, effectivement, parfois, ces formes de ventriloquie. Elles sont pas toutes positives, loin de là. Elles peuvent être très négatives. Elles peuvent jouer en notre défaveur, d'une certaine manière. Elles peuvent nous trahir. Elles peuvent nous mettre dans des situations difficiles. Ah, puis je me demandais ça plus en lien avec les défis que les chercheurs ils peuvent avoir quand c'est le temps de faire l'analyse. Je me demandais est-ce que c'est difficile à ce moment-là de distinguer des figures qui sont mobilisées de manière consciente pour justifier des propos, ou quand elles sont mobilisées justement de manière inconsciente, ou ce n'est pas significatif une fois qu'on analyse le discours? C'est ça qui est intéressant dans l'approche ventriloque, c'est que, bon, c'est-à-dire on peut s'interroger sur est-ce que c'est consciemment fait ou pas consciemment fait, mais à la limite, c'est presque pas important. Tu vois, c'est-à-dire, bon, que quelqu'un réalise qu'il est en colère, ou qu'il est intimidé, ou en tout cas, dans l'analyse, on peut montrer qu'il y a des marqueurs, ce que j'appelle des marqueurs, hein, des marqueurs de colère, des marqueurs de, de déception, des marqueurs, etc. Voilà, qui permettent, on peut montrer dans l'interaction comment ça s'exprime. Et puis ça aussi, c'est pas seulement des émotions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi des choses qu'on dit, quoi, tu vois, qu'on met en scène. La parole est finalement, ou l'écriture, c'est un moyen de mettre en scène un monde, tu vois, de dire, par exemple, quand je dis, moi en tant que Français, je pense que, ou moi en tant que Canadien, je pense que, ben voilà, tout d'un coup, je mets en scène dans ma parole le fait que c'est un Canadien qui parle, un Français, un Québécois, un Marocain, que sais-je. Et donc, on se positionne, et tout d'un coup, c'est pas simplement François qui parle, mais c'est aussi, par exemple, un Français ou un Canadien, tu vois. Donc, voilà, donc, l'approche ventriloque, elle s'intéresse essentiellement à ce qui est dit, ce qui est exprimé. C'est pour ça que c'est une approche communicationnelle, c'est pas une approche psychologisante, même si, en fait, je m'intéresse aussi finalement à ce qui anime les gens. Voilà, mais je m'y intéresse tant que ça s'exprime, tant qu'on est capable de le repérer dans ce qui est dit. Voilà. Oui. Puis en termes de méthodologie, ça passe toujours par l'observation d'interaction, ou par l'analyse de conversation, ou est-ce qu'il y a d'autres formes? Il y a d'autres manières. On peut aussi analyser. Moi, j'ai déjà fait en analysant des textes, par exemple des articles journalistiques. Ça peut être aussi des échanges de textos,
enfin, c'est vrai que c'est très interactionnel, mais ça n'a pas besoin d'être que interactionnel. Hein, ça peut être ça peut être des messages diffusés. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ventriloquent ces messages? Qu'est-ce qu'ils sont en train de médiatiser? Qu'est-ce qui s'exprime à travers ces messages? Donc, c'est une approche communicationnelle, mais au sens large, c'est-à-dire on s'intéresse non seulement aux dimensions dialogiques, interactionnelles, mais on peut aussi s'intéresser aux dimensions de diffusion, de propagation, hein, de dissémination, qui marquent aussi la réalité de la communication. La communication, c'est aussi ça. Hein, c'est pas juste du dialogue, ça peut être aussi très unidirectionnel. Hein, on le voit de plus en plus, en fait, avec les médias sociaux, les réseaux sociaux. Enfin, il y a de l'échange, mais c'est quand même il y a beaucoup de choses qui sont très unidirectionnelles, hein, comme par exemple avec Twitter, enfin avec X, qu'on appelle X maintenant, ou Instagram. Voilà, c'est des gens qui s'expriment et on les entend, on les lit, on les écoute, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Parfois il y a des discussions, mais on voit souvent d'ailleurs que parfois ça va pas très loin, quoi, ou au contraire ça s'envenime. Donc oui, tout ça m'intéresse parce que voilà, c'est tout ce qui s'exprime à travers ces actes de communication, tu vois. OK. Puis en fait, pour la dernière question en lien avec la méthodologie, je me demandais ce que la théorie ventriloque, elle peut être utilisée aussi comme stratégie justement d'intervention pour résoudre des problèmes ou des situations un peu plus complexes. Puis si oui, quelle forme pourrait prendre une intervention ventriloque ou on reste vraiment dans l'analyse là, de discours? J'espère que ça a des conséquences pratiques. Par exemple, moi, je pense que c'est important de se rendre compte de ce qu'on est en train de ventriloquer, parce qu'on est des passeurs, et donc en tant que passeur, on doit s'écouter en quelque sorte, on doit réaliser de quoi je me fais le porte-parole. Hein, donc, par exemple, si je suis un directeur des départements, comme je l'ai été, bon, je me méfie parfois des procédures, des protocoles, des règlements, parce que on peut vite se cacher derrière eux. Hein. Ah, excusez-moi, c'est le règlement, on peut rien faire. Bon, oui, peut-être, effectivement, et peut-être qu'il n'y a rien à faire. Je suis pas en train de dire que c'est toujours possible de faire quelque chose. Mais peut-être qu'il y a moyen d'être un peu moins, justement, un pantin. Hein. On est tous un peu pantins, mais on peut choisir de quoi on est le pantin. On peut tenter de choisir de quoi on est le pantin. C'est-à-dire, est-ce que je peux essayer d'être moins justement à la merci d'un règlement que je considère comme injuste, par exemple. Est-ce qu'il y a des moyens de le contourner? Est-ce qu'il y a des moyens de devenir un peu plus intelligent? Est-ce qu'il y a moyen d'être moins justement une marionnette dans cette situation? Donc, pour moi, ça consiste à ouvrir les voies, c'est-à-dire de quoi je suis en train de me faire le porte-parole. Hein, et d'essayer de partir, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu une approche que j'appelle pragmatiste. Je dis pas pragmatique parce que ça a une connotation souvent un peu galvaudée, mais pragmatiste au sens de Peirce, enfin de Charles Sanders Peirce, qui est l'inventeur du pragmatisme américain, hein, et de John Dewey, qui insistait beaucoup sur le fait qu'il faut partir des situations, hein, de dire qu'est-ce que la situation dicte, par exemple, ou qu'est-ce que la situation requiert. Penser en ces termes-là, c'est pas une solution miracle, loin de là, mais au moins c'est une manière de dire bon voilà, la situation de cet étudiant, c'est quoi? Certes, il y a le règlement, par exemple. Certes, il y a des choses qui nous contraignent, mais est-ce qu'il y a moyen de prendre en compte sa situation particulière qui mériterait peut-être qu'on trouve un moyen de contourner le règlement? Alors, on va me dire c'est dangereux, etc. Oui, et puis peut-être qu'il faut faire attention. Mais voilà. Pour moi, j'aime bien partir de cette idée d'une pensée situationnelle. Mais quelle forme pourrait avoir une genre d'intervention ventriloque à ce Bah, moment-là? ouais.
D'être justement une intervention ventriloque, ça serait d'inviter les gens à être moins dans l'automatisme. Je sais pas, ça serait à inventer en fait. J'aimerais bien que quelqu'un puisse le faire, ou peut-être que je serai amené à le faire un jour, je sais pas, mais de mettre les gens en situation et puis d'essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de sortir de ce réflexe d'allégeance absolue à des ventriloques qui nous font dire des choses qu'on peut par exemple regretter ou dont on n'est pas fier. Hein, parce que souvent, en fait, ça a été critiqué, enfin pas souvent, mais ça a été critiqué l'approche ventriloque parce qu'on m'a fait valoir le fait que c'était une forme de déresponsabilisation. Hein, puisque quand je dis c'est pas quand je dis à un étudiant mais je suis désolé, c'est dans le syllabus, t'as vu, si t'as un retard de 24 heures, c'est moins 5%, je suis un ventriloque. Je me dédouane, je me déresponsabilise, je dis, tu vois, c'est le syllabus, c'est pas moi. Même si c'est moi qui écris le syllabus, mais on s'est mis d'accord sur le syllabus, donc c'est pas moi. Donc tu vois là, je fais donc il y a une forme de déresponsabilisation. Mais en fait, ce que j'essaie de montrer, oui, certes, il y a des effets de déresponsabilisation, et c'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ça. Ouais. Hein, c'est pour ça que donc c'est une intervention, c'est être conscient un peu plus de du fait qu'on est constamment des ventriloques. Parce que pour moi, la ventriloquie est constitutive de tout acte de communication. C'est pas juste des invocations particulières. On est toujours dans un processus de ventriloquie. Donc c'est une thèse forte. Enfin forte au sens, c'est pas au sens que ça a des prétentions universelles, quoi. Tu vois. Mais merci François pour vos réponses éclairantes et merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. Peut-être une prochaine fois, on aura un peu plus de temps pour développer davantage ces questions. Mais merci encore une fois. Bon courage. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Je m'appelle Camilla et n'oubliez pas que la communication vient en parlant. Le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication et ça, une conversation à la fois.